Bonjour à tous, donc dans cette présentation on va parler des différents aspects échographiques qu'on peut retrouver dans les échos de datation précoce. Donc dans une première partie on va parler de la grossesse intra-utérine sous ses trois formes, évolutive, d'évolution indéterminée et non évolutive, et la GLI, la grossesse de localisation indéterminée. Et dans une deuxième partie, on abordera les points suivants, donc la GEU, grossesse extra-utérine, la grossesse hétérotopique et la MOLE. Donc quelques généralités que vous connaissez sans doute déjà. L'écho de datation précoce et l'écho de grossesse qu'on réalise avant 11 semaines d'aménorrhée. 3 objectifs principaux, la localisation de la grossesse, donc définir si la grossesse est intra- ou extra-utérine, la datation, définir le début de grossesse, qui sera recalculé à l'écho T1, qui est normalement l'écho officiel pour définir le début de grossesse, compter le nombre d'embryons, donc si c'est une grossesse unique ou multiple. On pourra utiliser la voie d'abord endovaginale, normalement sans problème à partir de 5 semaines d'aménorrhée, elle donne une bonne résolution, ou la voie suspubienne qui en théorie est possible aussi à partir de 5 SA si on est dans de bonnes conditions avec un utérus antéversé. Elle peut être beaucoup plus difficile ou pas réalisable sur certaines patientes ou si l'utérus est rétroversé ou polymyomateux, auquel cas elle sera plus facile à partir de 8 semaines d'aménorrhée environ. Donc concernant la localisation de la grossesse, pour affirmer à 100% qu'un sac est intra-utérin et un sac gestationnel, la visualisation de la vésicule vitéline permet de l'affirmer à 100%. Il y a d'autres situations où, bien qu'on ne visualise pas de vésicule vitéline au sein du sac, on peut dire que la grossesse est intra-utérine, à condition d'être sûr de voir la couronne trophoblastique autour du sac. C'est ce qu'on voit sur la vidéo ici. Sur l'image de droite, on a le trophoblaste qui est schématisé en vert, et sur l'image en bas à droite, qui est légèrement vascularisé au Doppler si on a un doute. Donc, dans cette situation, on peut raisonnablement affirmer que la grossesse est intra-utérine, même si la vésicule vitéline n'est pas visualisée. Il y a des situations extrêmes pour lesquelles on est souvent confronté, enfin, on peut être confronté en ville, souvent parce que les patientes prennent rendez-vous très très tôt dans leur grossesse, et on peut tomber sur ce type d'image. Ici, c'est une grossesse, on est à 4 SA et 5 jours basée sur la date des dernières règles. Donc on a une image sagittale de l'utérus avec l'endomètre, ici, hyperéchogène épais, typique du début de grossesse. Le sac anéchogène, effectivement on ne visualise pas de vésicule vitéline à l'intérieur, mais autour du sac, on visualise une petite couronne trophoblastique. Ici. Donc c'est très discret. Attention, on est dans des conditions un peu extrêmes pour localiser une grossesse parce qu'on est très très tôt. Obtenir ce type d'image à ce terme très précoce, c'est pas toujours réalisable, ça dépendra vraiment des conditions techniques, premièrement. Deuxièmement, voir la vésicule vitéline dans le sac, ça restera toujours la meilleure façon d'affirmer qu'une grossesse est bien intra-utérine, mais je vous montre ce type d'image pour dire que reconnaître la couronne trophoblastique sur une grossesse très précoce débutante, ça permet de se rassurer, voilà, de laisser la patiente rentrer chez elle si elle est asymptomatique sans être trop angoissée. Maintenant, il faudra de toute façon la recontrôler pour confirmer la localisation de la grossesse. Et si on n'est pas sûr de voir une couronne trophoblastique, il vaudra mieux considérer que c'est une GLI, donc une grossesse de localisation indéterminée, à l'instant T où on voit la patiente. Donc toujours concernant la localisation de la grossesse, attention aux images de pseudo-sacs qui sont des fausses images de sacs gestationnels. Comme on peut le voir ici, on a un sac anéchogène, intra-utérin, mais on ne peut pas affirmer que c'est un sac gestationnel puisque autour du sac, ici, on ne voit pas de couronne trophoblastique. Pareil sur la situation de droite, on a une image anéchogène ronde au sein de l'endomètre, donc ça pourrait être un sac de grossesse, mais encore une fois, autour du sac, on ne voit pas de couronne trophoblastique. En l'occurrence, là, sur l'image de droite, c'est une glande endométriale, parce qu'on peut avoir des endomètres glandulokystiques,
mais en tout cas c'est pas un sac gestationnel, et ces pseudo-sacs, ce sont vraiment les pièges à éviter dans les grossesses extra-utérines, puisque ce sont des images qu'on peut retrouver dans ces situations. Donc, concernant la datation, une généralité que vous savez sûrement, donc si on a un sac gestationnel intra-utérin sans embryon avec une vésicule vitéline, comme on peut le voir ici, on sait que ça correspond à une grossesse d'environ 5 semaines d'aménorrhée. Ensuite, par contre, si on a un embryon, la mesure de la LCC permettra de définir le début de grossesse. On pourra utiliser la courbe de Robinson ou d'Intergross selon la taille de l'embryon. Et ici, on a différents stades embryonnaires qui vont de 5,5 semaines d'aménorrhée à 10 semaines d'aménorrhée et 1 jour. Donc, on commence rapidement avec la grossesse intra-utérine évolutive, puisque à mon avis, il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Donc, par définition, un sac gestationnel intra-utérin avec au moins un embryon qui présente une activité cardiaque. Ici, c'est pour montrer que même avec une LCC de 1,9 mm, donc un tout petit embryon, on peut quand même capter une activité cardiaque. Bien sûr, dans de très bonnes conditions techniques, c'est pas toujours possible sur toutes les patientes. Ici, une grossesse intra-utérine évolutive multiple avec 2 embryons, donc chacun avec une activité cardiaque. Sur cette image, on a une coupe axiale de l'utérus par voie endovaginale. En vert, on a le trophoblaste. Et ici, on a les embryons côte à côte qui sont chacun entourés d'une poche amniotique. Donc, on est a priori dans le cadre d'une grossesse monocoriale biamniotique. A priori, puisque de toute façon, la chorionicité et l'amnionicité sont officiellement à confirmer à l'écho T1. Concernant les décollements ou défauts d'accollement, ce sont des images qu'on retrouve relativement souvent dans les échos de datation précoce. Donc ça correspond à un hématome qui peut être sous-décidual, sous-amniotique, intracavitaire, intracorial, etc. Ici, on a une image d'un défaut d'accollement trophoblastique. Il faut savoir qu'il y a 90% d'issues favorables avec des enfants bien portants, et il n'y a pas vraiment de prise en charge possible à ce stade très précoce de la grossesse. Il a été également montré que le siège et le volume de l'hématome n'étaient pas corrélés avec l'issue de la grossesse, donc dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter d'en parler et d'inquiéter les patientes. Alors ensuite, on a la grossesse intra-utérine d'évolution indéterminée ou incertaine. On a 2 situations possibles que vous savez sans doute. La première, c'est le sac intra-utérin de moins de 25 mm sans embryon. Comme on peut le voir ici, ça peut être avec ou sans vésicule vitéline. Ou l'embryon qui mesure moins de 7 mm sans activité cardiaque visible, comme on peut le voir ici. Dans la première situation, on peut proposer un contrôle écho à au moins 14 jours, si on n'a pas de vésicule vitéline, ou à au moins 11 jours si on en a une. Et dans le cas de droite, on peut proposer un contrôle écho à au moins 7 jours. Et si à ce moment-là, on n'a pas d'embryon évolutif, on peut affirmer que la grossesse n'est pas évolutive. Donc justement, on continue avec la grossesse intra-utérine non évolutive. On a encore une fois 2 situations possibles. Soit le sac gestationnel qui mesure plus de 25 mm sans embryon, qu'on appelait anciennement l'œuf clair, comme on peut le voir sur cette photo, mais on peut avoir des sacs beaucoup plus gros, que là il fait 26-27 mm. Ou l'embryon qui mesure plus de 7 mm sans activité cardiaque. Ici, c'est une grossesse gémellaire avec 2 embryons non évolutifs qui mesurent 17 mm. Et ici, une grossesse unique avec un embryon de 10 mm non évolutif. Et donc, on termine aujourd'hui avec la GLI, grossesse de localisation indéterminée. Donc la GLI, c'est la patiente qui vient consulter avec ses bêta positifs, qui peuvent être urinaires ou sanguins, et chez qui on ne visualise pas le sac gestationnel, qu'il soit intra ou extra-utérin.
Dans la cavité, on pourra avoir une vacuité, c'est-à-dire rien dans la cavité. C'est ce qu'on voit sur l'image de gauche en coupe sagittale ou de droite en coupe frontale. On pourra sinon plus rarement avoir une image de pseudosac, c'est-à-dire du sang, auquel cas ce sera plutôt évocateur d'une GEU. Et au niveau des annexes, on n'aura pas de masse suspecte identifiée. Donc on aura c'est ce qu'on voit sur les deux clichés, des ovaires d'aspect habituel. Ici on a un corps jaune sur l'ovaire gauche, mais en dynamique, pas d'image suspecte de GEU. Donc il faut quand même les considérer comme des GEU jusqu'à preuve du contraire. Après, bien sûr, il faudra confronter l'écho avec la date des dernières règles, avec la clinique, avec les bêta-HCG. C'est sûr que la patiente qui a, je sais pas moi, 3 jours ou 4 jours de retard de règles, des cycles réguliers, qui est asymptomatique, on pourra pas du tout la considérer avec le même degré d'urgence ou de gravité que la patiente qui a 2-3 semaines de retard, des cycles réguliers aussi, des douleurs pelviennes, des métrorragies, etc. En tout cas, il y a 3 hypothèses possibles dans les GLI. Soit la grossesse débutante très précoce qu'on ne peut pas encore visualiser à l'écho, parce qu'une grossesse entre 4 et 5 semaines d'aménorrhée, clairement, on ne peut pas toujours la visualiser à l'écho. C'est le plus fréquent, c'est qu'on ne peut pas la visualiser. La fausse couche précoce qui s'est faite de façon... qui a été tellement précoce qu'on n'a pas eu le temps de la visualiser à l'écho, et la grossesse extra-utérine. Dans le premier cas de grossesse débutante, on aura souvent des bêta-HCG bas, un taux assez bas de départ, puis qui double toutes les 48 heures. Dans le cas de la fausse couche précoce, on aura plutôt des bêta-HCG qui vont en diminuant, avec souvent un taux assez bas aussi de départ. Et dans le cas de la GEU, on peut avoir des bêta-HCG qui augmentent légèrement, qui stagnent ou qui diminuent légèrement. Donc quoi qu'il arrive, si on a des bêta-HCG qui vont en diminuant, il faudra quand même les surveiller jusqu'à négativation. Donc voilà pour aujourd'hui, et puis on verra donc dans la prochaine présentation les autres points. Donc je vous remercie pour votre attention.